Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat comme tous les soirs sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, Europa City est-il un projet d'un autre temps ? Vendredi et samedi, les manifestants ont quitté à pied la ville de Gonesse, dans le Val d'Oise, dans le nord de Paris, pour rejoindre l'hôtel Matignon afin de protester contre le grand projet immobilier de culture et de loisirs Europa City. Dans le même temps, le même jour, à Gonesse, des habitants favorables à ce programme se sont rassemblés pour le défendre. Lancé il y a plusieurs années déjà et devant voir le jour en 2027 au moins, un tel chantier de 80 hectares pose la question de l'évolution des sociétés et des opinions publiques sous le coup d'une prise de conscience environnementale qui s'est accélérée récemment. Nous avons réuni dans ce studio partisans et opposants de ce qui est devenu une sorte de symbole, d'un côté du renouvellement du concept de commercial et de loisirs, de l'autre d'une urbanisation ne correspondant plus à l'urgence climatique. Avec nous, Franck Gintran. Il est conseiller auprès des collectivités, il est auteur chez Thierry Soucard du jour où les zones commerciales auront dévoré nos villes. Avec nous, le maire PS de Gonesse, Jean-Pierre Blazy, qui est avec nous et qui porte ce projet. Alice Leroy est également avec nous, elle est ancienne conseillère de Paris à l'environnement, journaliste enseignante en écologie urbaine à Sciences Po Paris et à l'IUT de Bobigny. Elle est également membre du projet Karma dont elle nous parlera. Et enfin, David Lebon est avec nous, il est directeur du développement de ce projet Europa City. C'est complètement aberrant de bétonner encore plus de terres agricoles. Alors non, mais là il faut ralentir, il faut arrêter de construire, il faut complètement changer de mentalité. On a envie de survivre, on a envie que nos enfants survivent. On se bat pour l'écologie, pour défendre les dernières terres agricoles de région parisienne. On veut effectivement des petits commerces, des petites lignes de train, des bureaux de poste, des services publics. Et tant pis si ça coûte de l'argent à l'État, nous on veut du local et de la solidarité pour les habitants. Les enfants à l'école, ils ont déjà Roissy qui passe au-dessus. Ils ont des autoroutes de chaque côté. Comment on va absorber ce CO2 qui est démentiel dans ce secteur? En bétonnant le reste de leur petite terre, ils vont accentuer la pollution. Jean-Pierre Blazy, j'imagine que ces propos ne vous font pas plaisir, en particulier d'entendre parler des dernières terres agricoles d'Île-de-France. Vous insistez beaucoup pour dire qu'effectivement Gonesse fait partie du vieux terroir. Vous êtes historien de formation avant d'être maire PS de Gonesse, donc votre ville fait partie du vieux terroir, puisque c'était de là que venait le pain des belles plaines à blé de Gonesse jusqu'à Paris au XVIIIe siècle. Néanmoins, quand on vous dit que c'est les dernières terres agricoles de Paris, vous n'êtes pas d'accord ? Ben non, parce que ce ne sont pas les dernières terres agricoles. Nous resterons un territoire agricole et c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, dans le cadre de l'agglomération, nous avons décidé de sanctuariser en quelque sorte, j'emploie ce terme, 16 000 hectares de terres agricoles pour les 50 ans qui viennent. Donc 16 000 hectares. Nous parlons là dans ce projet Europa City, 80 hectares. Et sur l'ensemble du projet de la ZAC du Triangle de Gonesse... 280 hectares. Voilà, 280 hectares. Europa City, c'est un tiers. Donc, le site choisi, c'est le site qui est déjà largement artificialisé avec autoroute au pluriel. Alors, on ne va pas couper les autoroutes. Pardon. Elles vont rester, les autoroutes en question. Je veux dire, et c'est déjà un endroit où les parcelles agricoles sont difficilement accessibles pour les engins des exploitants. On a choisi justement l'endroit le moins pénalisant pour l'agriculture. Évidemment, là, nous resterons un territoire agricole. Et c'est très important. Vous avez parlé de l'histoire. Évidemment, c'est le pays de France c'est une histoire multiséculaire, l'approvisionnement frumentaire et en pain de Paris. David Lebon, vous êtes directeur du développement de ce projet Europa City. Il est né quand ce projet exactement ? Bonsoir, il est né en 2007 à l'intérieur de ce qui s'appelait Imauchan à l'époque, qui est devenu Citrus, qui était la filiale immobilière du groupe Auchan, qui est un groupe pas coté, qui a une logique patrimoniale assez différente des autres groupes de la grande distribution. Il est né en 2007 comme un projet de commerce, c'est une réalité, parce que c'était ce que savait faire Imauchan à l'époque. Mais en se disant, eh bien, les temps changent aussi. On ne va pas faire que du commerce parce que ça n'a plus de sens de faire des grosses polarités commerciales. Parce que ça rapporte moins de faire du grand commerce. Non, c'est que ça ne fonctionne plus. En fait, c'est très simple. C'est que, vous savez, un centre commercial, c'est pas très compliqué. C'est un hypermarché qui fait 15 à 20 visites par an. Et entre l'hypermarché et le parking, puisqu'il faut un parking pour mettre ses courses dans son coffre de voiture, eh bien, on a mis des galeries marchandes. Eh bien, l'idée là, c'est de remplacer le commerce par de la culture et du loisir pour
générer des visites, mais pas 15 à 20 fois par an. Donc on n'est pas dans de la concurrence avec du commerce de proximité. Les modèles d'Europasty, c'est 2 à 3 fois par an. Et après, pourquoi est-ce qu'il est venu ici ? C'est que l'État, qui avait, suite notamment aux émeutes de Villiers-le-Bel en 2007, et avec le projet du Grand Paris, dit qu'il fallait désenclaver ce territoire et faire venir le métro pour raccrocher cette banlieue. On n'est pas au milieu de la Beauce, hein. On est en banlieue parisienne, hein, et on est loin d'être les dernières terres agricoles, mais c'est un territoire pauvre avec de vraies difficultés. Et donc pour lui partager mieux la richesse produite dans Paris Intramuros, il fallait le raccrocher par le métro du Grand Paris. Et pour faire venir le métro, il fallait aussi plus de flux et aussi des privés qui puissent payer ce métro parce que l'argent public manquait. Et donc c'est l'État, les collectivités locales, la région, qui nous ont demandé de venir dans ce territoire, et on s'y est fortement attaché parce que c'est un territoire extrêmement dynamique avec lesquels on a beaucoup d'acteurs avec lesquels on travaille au quotidien. 2027, donc ça veut dire que c'est un projet sur 20 ans, et la question c'est qu'effectivement, d'abord il a été modifié plusieurs fois ce projet, 20 ans c'est long, entre le moment où on imagine quelque chose et le moment où il est finalement réalisé, ce projet, ces 20 années auront vu évoluer la société française, le regard par rapport à ce type de projet, on en parlera dans un instant. Franck Gintran, dans votre livre qui s'intitule « Le jour où les zones commerciales auront dévoré nos villes », vous dites d'ailleurs que cette date, 2007-2008, n'est pas une date anodine, que c'est même la date où s'est emballée la création en France des centres commerciaux, et ils se sont développés à qui mieux mieux à partir de 2008. Oui, 2008 marque un véritable tournant avec le vote de la loi de modernisation de l'économie qui libéralise non seulement les prix dans le secteur de la grande distribution, mais qui libéralise également les implantations. Donc depuis cette date, on a assisté à une inflation du nombre d'implantations de grandes surfaces, mais aussi, et c'est sans doute ce qui est le plus préoccupant, à la multiplication des zones commerciales qui en réalité constituent aujourd'hui à peu près le seul horizon de la grande distribution. Ce qui est intéressant, c'est qu'EuropaCity, c'est un projet Auchan. Je ne sais pas si vous le savez, mais Auchan est en crise. Ces hypermarchés gagnent moins d'argent. Il est aujourd'hui question de fermer un certain nombre de magasins. Et donc pour l'enseigne... et pas qu'Auchan, Carrefour aussi. Carrefour aussi. Donc en fait, tous les groupes intégrés en réalité, par rapport aux groupes d'indépendants que sont par exemple Leclerc ou Système U. Et donc en fait, la seule possibilité pour ces groupes de sauver la mise, c'est de développer des zones commerciales qui en fait participent d'un nouveau modèle économique, puisqu'il ne s'agira plus de vendre des produits, il s'agira de vendre de l'attractivité auprès d'autres enseignes. Et en fait, c'est bien le métier de Citrus, qui est la filiale, donc, comme on le rappelait. Qui s'appelait Imochan auparavant. Qui s'appelait Imochan avant. Donc l'objectif de ce qu'on appelle ces foncières, c'est de vendre de l'attractivité autour de quelques locomotives. Et en fait, EuropaCity n'est jamais que l'illustration un peu caricaturale de cette mutation, puisque Imochan, ce serait ni plus ni moins que 30 millions de visiteurs annuels. Pour vous donner un ordre d'idée, Ikea, c'est 10 millions de clients. Un Ikea traditionnel, c'est 10 millions. Qui est à Gonesse, d'ailleurs, aussi. Voilà, 10 millions de clients par an, avec toutes les difficultés que ça soulève, évidemment, en termes de trafic automobile. Alice Leroy, vous êtes la dernière intervenante de ce premier tour de table dans cette émission consacrée donc à ce projet EuropaCity. Je rappelle, vous êtes ancienne conseillère de Paris, vous êtes journaliste, enseignante en écologie urbaine, et vous portez un projet alternatif dont vous pouvez nous parler tout de suite, qui s'intitule Karma, coopération pour une ambition rurale et métropolitaine d'avenir. Pourquoi contestez-vous ce projet d'EuropaCity tel qu'il nous a été présenté par deux de ses promoteurs, le maire de Gonesse et donc le directeur du développement de ce projet? Et aussi, pourquoi avez-vous un projet alternatif? Parce qu'on pourrait dire, on abandonne ce projet et on ne fait rien à la place. Alors, je voudrais préciser, je n'ai pas été conseillère de Paris, j'étais conseillère d'un adjoint au maire de Paris. Chargé de l'environnement, tout à fait. Alors, pourquoi s'opposer à ce projet et pourquoi sommes-nous de plus en plus nombreux? Eh bien, parce que je pense que David Lebon a donné la réponse dans son intervention. Ce choix de créer un centre commercial et de loisirs géant, un méga mall. Pardonnez-moi, je ne fais pas un centre commercial. Tant qu'on ait un débat sur EuropaCity et pas sur... Un centre commercial et de loisirs, je viens de le dire. Et cette décision a été prise en 2007. Et en 2007, il y a un certain nombre de choses qui n'étaient peut-être pas connues.
Non, mais vous pouvez battre des mains. Non, mais comme ça. excusez-moi, le projet Europacity Alors, je vais est né vous en poser 2007. une question. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2007 Le choix du territoire, c'est 2011. Le choix d'implantation, c'est 2011. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2011 Est-ce que vous pouvez me le dire? projet, excusez-moi, vous n'êtes pas ma maîtresse, même si vous êtes enseignante. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2011 Vous pouvez quand même répondre à la question. Non, mais moi, je ne suis pas là pour répondre à vos questions. Enfin, pas à ces questions à elle, pardon. Mais je suis désolé, 2007, c'est la création du concept et du projet qui a beaucoup évolué, qui est un laboratoire de recherche et développement qui est de moins en moins commercial. Donc, je vais répondre à la question. Répondez à votre propre question. Oui, je vais répondre à ma propre question. Ce qui s'est passé après 2011, donc, et après 2007, forcément, c'est la COP21, c'est la conférence de Paris. Et l'emballement climatique nous met devant une situation d'urgence. Il faut absolument arrêter d'artificialiser les terres. Et je pense qu'il y a une irresponsabilité de l'élu local qui est ici présent. Je pense qu'il est de bonne volonté. Il a envie de donner de l'emploi à ses habitants, mais précisément, on ne peut plus artificialiser les terres et on ne peut plus prétendre qu'en créant un centre commercial géant, un centre commercial et de loisirs géant, 500 boutiques. Non, pas 500 boutiques. 2700 chambres d'hôtel. Au départ. Oui. Une piste de ski artificielle jusqu'à il y a 2 jours. Et il a fallu 8 ans. Il a fallu 8 ans pour que la piste de ski artificielle soit abandonnée. Donc effectivement, c'est vous dire le niveau quand même de ce projet qui était censé mettre les sports de glisse à la portée des jeunes de banlieue. Donc c'est vous dire le mépris quand même, en plus du mépris que là dont vous faites preuve. C'est une caricature, madame. Alors allez-y. C'est une caricature. Et je voudrais dire qu'elle est Jean-Pierre pour Blazy. Les élus du territoire, et pas uniquement ceux de Gonesse, le sens que nous accordons à ce projet, qui s'inscrit dans un projet de ZAC de l'État plus vaste, dans lequel il y aura des activités économiques. Ce dont nous avons besoin, car madame, en banlieue nord de Paris, nous sommes sur une fracture territoriale. Oui, l'urgence écologique, je la partage. Et d'ailleurs, mon territoire qui a été abîmé à bien des égards, avec des décharges. Pendant 20 ans, nous avons réalisé la reconquête sur une ancienne décharge et nous avons ouvert un parc public, madame. Donc, nous avons fait également un projet de renaturation avec la rivière locale. Donc, je voudrais là-dessus, moi je fais de l'écologie dans la réalité, dans le réel. Et donc, le sens, c'est quoi? C'est que sur cette fracture territoriale, oui, il faut répondre à l'urgence écologique, mais il faut aussi répondre à l'urgence territoriale. Alors, qu'est-ce que vous appelez l'urgence territoriale? L'urgence territoriale, elle ne s'oppose pas du tout à l'urgence écologique et d'inégalité sociale forte. Et nous sommes aujourd'hui, le Val d'Oise est devenu le territoire le plus jeune de l'Île-de-France. Nous avons un impératif, donner de l'espoir, pas et du travail, mais de l'espoir, donc de l'attractivité et de la reconnaissance à un territoire qui, pendant longtemps, a été et est encore aujourd'hui au service de Paris, mais qui ne doit pas être asservi à Paris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le Grand Paris de demain, dont on parle depuis effectivement 2007, il faut concevoir que tout ne doit pas être sur Paris ou dans la proche banlieue, mais aussi dans la périphérie, qui n'est pas si loin d'ailleurs de Paris. 14 km 14 km, et donc ce n'est pas si loin, mais qui est sur un territoire aéroportuaire qui souffre aussi des nuisances et qui n'a pas, depuis 40 ans que l'aéroport de Roissy existe, eh bien nous avons seulement 6% des emplois. C'est ça l'échec. 6% des emplois directs, 90 000 emplois, qui sont occupés par les habitants de l'Est du Val d'Oise. Alors donc, le vrai défi, c'est ça, c'est plus d'attractivité. Moi, ce qui m'intéresse dans le projet Europacity, je le dis tout de suite parce qu'on l'oublie et on ne veut pas en parler, c'est le projet culturel, le projet d'équipement culturel qui est indispensable au nord-est francilien. Alors, dites-nous exactement, parce qu'on s'y perd un peu, il faut bien le dire, sur ce projet Europacity, étant donné les nombreuses moutures qu'il a eues depuis maintenant quelques années. Qu'y a-t-il dans ce projet? J'imagine que ça va continuer, parce que quand il y a de l'opposition, il y a aussi des changements. Si, ça a des changements. Si vous abandonnez la piste de ski, j'imagine que c'est pour une raison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont... Sur la piste de ski et sur bien d'autres choses, nous sommes favorables depuis longtemps à ces évolutions, et donc je me réjouis aujourd'hui qu'elle soit actée. Bon, alors, David, ce n'est pas lié à la question d'opposition, c'est lié au travail que nous faisons aussi, parce que c'est un laboratoire de recherche et développement, les modes de vie et de consommation évoluent de manière permanente. Et donc, l'immobilier, c'est quand même un métier quand même très compliqué, c'est comme si vous deviez décider 10 ans avant la paire de chaussures que vous deviez mettre sur le marché. C'est exactement ce qu'on dit, sur des projets sur 20 ans,
Exactement. Donc, ce sont des projets très longs. Le projet n'a jamais été conçu comme définitif tel qu'il a été présenté, toujours comme une évolution. C'est d'ailleurs pour ça que nous menons beaucoup de concertations. Nous faisons des réunions toutes les semaines sur le territoire avec beaucoup d'acteurs, et notamment d'acteurs associatifs et les habitants. Je voudrais juste répondre sur la consommation de foncier parce que c'est une question très importante. Et après, si vous voulez, on reparlera du projet culturel. 50 000 m² de surface culturelle dans l'Europastie, c'est l'équivalent de beaucoup. Qu'est-ce que vous appelez Excusez-moi. Écoutez, madame, c'est une réalité. On pourra. Je vais juste terminer sur la question de la consommation de foncier pour vous répondre. Ouais. C'est parce que l'urbanisation, au fil de l'eau, a consommé du foncier de manière extrêmement trop importante et à bas bruit. La moitié de la surface agricole consommée dans ce pays, c'est fait pour faire des zones pavillonnaires. Le 25%, c'est fait pour faire des autoroutes et des infrastructures de transport. Le commerce ou les zones périphériques dont on parle, c'est 6% de la consommation de foncier. C'est-à-dire que si on veut ralentir la consommation de foncier aujourd'hui dans le pays, il faut arrêter les zones pavillonnaires, premier élément. Et dans le Grand Roissy, ce qui s'est passé, c'est que cette urbanisation au fil de l'eau, où on a urbanisé... C'est toujours pratique d'aller chercher chez les adversaires, c'est-à-dire en fait, effectivement, d'autres promoteurs qui font une autre occupation du terrain. Excusez-moi, je vais terminer. C'est parce qu'il y avait une consommation sans planification qu'on consommait du foncier avec l'étalement de la zone urbaine pour la pression foncière, notamment en Ile-de-France avec le logement, et les centres-bourgs qui avaient des zones pavillonnaires et des zones logistiques. Eh bien, dans le Grand Roissy, ils ont dit une chose qui est très très intelligente, pardonnez-moi, c'est de dire on arrête toute la multiplication de ces zones dans les centres-bourgs, on concentre l'intégralité des développements fonciers dans la zone du triangle de Gonesse, on préserve 16 000 hectares, on rend 600 hectares dans les PLU qui étaient constructibles dans tous ces petits bourgs. On les rend à l'agriculture et on met des emplois à proximité de là où habitent le maximum de gens pour qu'on arrête de prendre la voiture tous les jours. C'est une logique de réduction de consommation de foncier. Franck Gintran, qu'est-ce que vous entendez quand vous entendez David Lebon présenter ce projet tel qu'il le présente? Vous entendez quelque chose que vous avez déjà entendu ailleurs? Oui, alors justement, effectivement, c'est exactement ce dont je souhaitais parler. C'est vraiment, j'ai l'impression d'entendre ce discours régulièrement sur tous les dossiers dont je prends connaissance. En fait, c'est toujours à peu près la même histoire. Vous avez un promoteur qui a un projet de zone commerciale qui forcément va révolutionner le concept. Bon, en fait, vous apercevez une fois que le projet est élevé, que c'est malheureusement des boîtes les unes à côté des autres, donc ça n'a généralement rien de très révolutionnaire. Mais généralement, les vues d'architectes sont toujours très séduisantes, avec beaucoup de verdure, beaucoup de couleurs, des ciels bleus éclatants. Je vous invite à prendre connaissance d'ailleurs des vues d'architectes, des vues d'architectes d'Europacity. Vous verrez que le ciel est toujours bleu. Il me semble que l'Île-de-France. Les autres aussi. C'est loin d'être le cas. Oui, je confirme. C'est donc bien. Donc un projet qui n'a en réalité rien de révolutionnaire, qui généralement est appuyé par l'élu du coin, et on le comprend d'ailleurs. Le maire de Gonesse n'est ni plus ni moins que comme n'importe quel maire qui voit arriver sur son territoire un projet de ce type, et à qui on promet des emplois, et qui évidemment a des difficultés pour dire non. Et puis, parallèlement à ça, cynique, ce que vous présentez les choses par rapport aux élus est inacceptable. Laissez terminer. Parce que c'est la vérité. Franck Gintran, c'est la vérité, monsieur. J'attends vos réponses et vos solutions pour le commerce. Non, mais attendez. Notamment pour le commerce. Jean-Pierre Blazy. Je suis en train de décrire le schéma. Franck Gintran, allez-y, terminez. Donc, je reprends. Un projet de zone commerciale qui, en réalité, ne révolutionne pas la planète. Deux, des élus locaux qui, lorsqu'ils voient le projet arriver sur leur territoire, l'accueillent évidemment très favorablement. Et trois, une résistance qui généralement se concrétise aux abords du projet par les autres élus qui, évidemment, voient aussitôt les inconvénients qui vont en résulter pour leurs propres commerçants et pour leur propre environnement. C'est lesquels, monsieur? Moi, j'aimerais bien qu'on discute. Qu'on discute vraiment d'Europacity. De faire des déclarations de principe. Allez-y, Jean-Pierre Blazy. Je voudrais, sur le commerce, d'abord, premièrement, on ne se promènera pas à Europacity avec un caddie parce que le centre. Mais qui a dit qu'il y aurait un hypermarché? On n'a pas dit ça. Personne n'a dit ça. Mais je souhaite qu'Europacity précise ses concepts et ça c'est un vrai sujet. J'ai simplement dit que c'était Auchan. Non, puisque c'est pas Auchan du commerce. C'est Auchan. Moi je m'intéresse aussi au commerce de centre. Excusez-moi, c'est pas Auchan, c'est Auchan plus Wanda qui est un groupe chinois qui a investi énormément dans le projet. Et évidemment que c'est Auchan. Il faut arrêter de raconter l'histoire. Puisque vous travaillez pour les collectivités locales. Si par exemple, moi je vous dis, monsieur Gintran, je vais vous poser une question, je vais vous donner une mission, vous allez me dire comment je peux conforter mon commerce local. Je le fais. Je vous inviterai certainement pas à faire une zone commerciale, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais je ne vous demande pas ça, je vous demande de façon claire, le petit commerce local, nous agissons. Monsieur m'interroge, est-ce que je peux répondre? Nous agissons avec peu de moyens. Je suis dans le programme du gouvernement Action Cœur de Ville. D'ailleurs, c'est un scandale. Il faut arrêter de donner de l'argent aux centres-villes des villes qui autorisent des zones périphériques. On jette l'argent public par les fenêtres. On jette l'argent public par les fenêtres. Franck Gintran, s'il vous
plaît. Nous avons été choisis par le Vous terminez, s'il vous plaît, Jean-Pierre Blasi, et on donne la parole. C'est scandaleux. C'est scandaleux. d'État. On ne doit plus donner d'argent aux villes qui développent des zones parce périphériques. Que précisément, nous avons mené des actions exemplaires sur le petit commerce, monsieur, que vous ne connaissez pas. Je ne le reproche pas. Non, mais je vous demande de venir à Gonesse. Je vous invite à Gonesse pour regarder ça. Nous pourrons poursuivre le débat. Parce que ce qui m'intéresse, c'est comment on peut réaliser un projet qui n'est pas un projet commercial. Il y aura des commerces, il faut préciser lesquels, mais qui sera un projet plus de loisirs et culturel. Et comment le petit commerce local pourra en être aussi bénéficiaire. Moi, je n'oppose pas les uns aux autres. S'il vous plaît. Alice Leroy, je vous ai lancé tout à l'heure en disant que vous apparteniez à un contre-projet qui s'appelait Karma. Vous ne m'avez pas encore expliqué ce que c'est, mais vous allez avoir le temps de le faire. Qu'est-ce que Karma et en quoi vous tentez de développer une alternative à ce projet Europa City que vous contestez à la ZAC? Oui, nous proposons de sauver ces terres agricoles. Parce que David Lebon n'a pas voulu répondre à ma question. Effectivement, en 2015, toute la communauté scientifique s'est mise d'accord et nous a mis devant nos responsabilités, les élus, vous voulez dire 2015, les consommateurs, les accords de Paris. Les accords de Paris, qui se sont déroulés à quelques encablures de Gonesse, au Bourget, et ils nous ont dit il faut cesser d'artificialiser, de bétonner les terres agricoles. On en a besoin pour nourrir les Franciliens. Ces terres, elles nourrissent les Franciliens depuis des siècles. Elles sont d'une qualité exceptionnelle. Ce sont des sols limoneux entre 2 et 6 mètres d'épaisseur. Ce que nous proposons, c'est de sauvegarder ces terres et de proposer la création d'emplois. La création d'emplois liés à la transition énergétique. À qui on va faire croire que de créer des emplois, et Franck Gintran pourra le confirmer, dans les centres commerciaux, ça crée des emplois. En fait, c'est un centre commercial et de loisirs. Il y a des centaines de boutiques. S'il vous plaît, on peut laisser parler Alice Leroy, s'il vous plaît. Je n'ai pas dit que c'était un hypermarché. C'est un mall. Ça change. On laisse parler Alice Leroy, s'il vous plaît. Merci. On la laisse parler. Allez-y. Quand ce n'est pas votre page de publicité, vous ne supportez pas qu'on parle. Allez-y, Alice Leroy. C'est à vous. Plusieurs centaines de boutiques, on ne sait pas exactement lesquelles. Effectivement, c'est un cirque. Il y a plein d'équipements dont on ne connaît pas exactement la teneur. Nous, on dit qu'il faut arrêter de bétonner les sols. On a vécu la pire canicule en France depuis l'histoire de la météorologie. Les terres, elles absorbent l'eau, surtout les terres de Gonesse, elles absorbent l'eau, elles permettent de réguler le climat. On sait qu'en bétonnant les terres, et on n'a pas besoin d'avoir fait des études d'agronomie, mais ça a été confirmé par les agronomes, qui en fait nous ont rejoints. En fait, les professionnels de l'urbanisme, du paysage, les scientifiques nous rejoignent. Alice Leroy, c'est pour la critique de... Le vice-président du GIEC, non mais le vice-président du GIEC a peut-être autre chose à dire que vous. Alice Leroy, à quelle échelle on prend le problème? Si on le prend au niveau de la planète ou si au niveau je pense que c'est très ringard d'opposer l'échelle planétaire et l'échelle locale. Maintenant, on sait que c'est à l'échelle locale qu'on a les solutions. Alors, Alice Leroy, Jean-Pierre Blasi, s'il vous plaît. J'ai posé une question à Alice Leroy, elle n'a toujours pas répondu. Qu'est-ce que le projet Karma, s'il vous plaît? C'est un projet de sauvegarde des terres agricoles qui permet de convertir ces terres qui sont actuellement en monoculture intensive, de passer à la bio, et puis surtout le pourtour du triangle, de créer tous ces emplois de la transition énergétique dont tout le monde parle. D'accord avec votre proposition, les agriculteurs actuels? Vous croyez que ça se décrète, ça? Les agriculteurs, ils sont... Ça fait 40 ans qu'on leur dit qu'ils vont être expropriés. Madame. Un agriculteur, c'est un entrepreneur. Il attend une décision. Certains ont reçu les chèques. On ne peut pas parler, en fait. Expropriés, c'est AXA qui a acheté leurs terres. On ne peut pas parler. Ils ont des baux précaires. La plupart des agriculteurs nous ont dit, ça fait 40 ans qu'on nous dit qu'on doit partir, donc ils n'ont pas investi dans la bio. Les jeunes qui sont encore exploitants, écoutez, oui, vous avez été filmé en disant il suffit de leur donner un chèque aux agriculteurs. Vous pensez que ça, c'est vraiment respectable comme façon de traiter l'agriculture en France aujourd'hui? L'agriculture, elle en a marre. C'est une déformation des propos, ça. Non, ça a été filmé. Les agriculteurs, ils ont envie de nourrir les gens avec des produits de qualité. Nous, c'est ce qu'on propose. C'est une agriculture de qualité et un effet de levier pour tout le territoire, c'est-à-dire tout le pourtour. On parle des emplois de la transition énergétique, on en parle tout le temps. Eh bien, maintenant, il faut les faire. Les métiers de la rénovation thermique des bâtiments, les métiers de la réparation, les métiers de la mobilité durable. Mais non. Si, je fais de la rénovation thermique. Il y a 17% de chômage. Je fais de la rénovation thermique. Il y a 17% de chômage. Je fais de la rénovation thermique.
Merci Jean-Pierre Blazy. Venez à Gonesse, le projet Karma. Je viens très régulièrement à Gonesse. Il est 18h45. Vous avez vous-même dit que vous étiez le maire d'un coin répulsif Il de est banlieue. 18h45. Moi, j'ai jamais dit ça. Ces terres, elles sont magnifiques. Il faut les sauver. Il faut attirer les jeunes vers les métiers de la transition Alice énergétique. Leroy, Jean-Pierre Blazy, il est 18h45, vous écoutez France Culture. France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin. Vous écoutez donc l'émission Le Temps du Débat jusqu'à 19h sur France Culture, dont le thème est aujourd'hui Europa City, un projet d'un autre temps ou pas? C'est la question que nous posons avec nos invités qui, vous l'avez compris d'après leur discussion très active en tous les cas, ne sont pas d'accord. Il y a les promoteurs de ce projet et ceux qui y sont opposés. David Lebon, si on revient, moi j'ai dit tout à l'heure que ce projet, j'avais vu plusieurs moutures. Vous l'avez changé il y a 3 jours, puisque au moment même où vous démarrez cette marche donc depuis Gonesse jusqu'à l'hôtel Matignon, avec 70 participants au départ. Vous teniez, oui, peut-être. C'est-à-dire que mais il faut on pas voit bien ce qui se passe après. Ce qui est quand même amusant, Jean-Pierre Blazy, c'est que vous tenez à parler des vrais gens, vous tenez à parler des Gonessiens, des gens qui sont sous votre houlette, mais évidemment, ça peut intéresser tous ceux qui sont aux alentours. Il n'y a pas que les Gonessiens qui sont intéressés par un projet comme celui-ci. Absolument. David Lebon. 31 millions de visites attendues, 2 fois Disneyland. Hein. Oui, David Lebon, ce projet, il a évolué. Quelle est la dernière mouture que vous avez présentée vendredi dernier de ce projet? Pouvez-vous nous dire en quoi il n'est pas commercial, mais de culture et de loisirs, puisque c'est ce que vous vouliez avancer comme idée? D'abord parce que le commerce ne va représenter plus que 10%, alors qu'auparavant c'était beaucoup plus. Et en fait, c'est vrai qu'à l'origine... Non, il y a marqué 230 000 mètres carrés. 230 000 mètres carrés, il n'y a aucune modification. Alice Leroy, s'il vous plaît. Madame. Bon. Donc, en plus, vous me criez dans l'oreille, c'est désagréable. Et vous lui tournez de dos. Oui, c'est agréable non plus. Je prête le flanc, vous avez raison. Donc, en fait, on va avoir un peu moins de 100 000 mètres carrés de commerce, qui est encore beaucoup. Mais la question, c'est du commerce pour répondre à quel besoin? En fait, l'accord et le projet est dès le début, mais il se modifie aussi au fur et à mesure du temps. Nous ne faisons du commerce qu'en complément de destinations touristiques et de loisirs que nous créons. À la différence de tous les projets, Monsieur Gintran, que vous avez pu voir, qui étaient des commerces, la majorité des surfaces développées sont des surfaces commerciales et où le loisir, parce qu'il n'y a pas de culture dans ces projets, sont généralement de l'appoint. Là, c'est exactement l'inverse. Qu'est-ce que vous appelez de la culture? Parce qu'on aimerait bien savoir ce que c'est la culture dans un projet comme celui-ci. Oui, il y a 50 000 m² de surface culturelle. Il y a d'abord la porte d'entrée, je vous le dis, la porte d'entrée. C'est un grand musée que nous travaillons avec la RMN Grand Palais pour faire une destination culturelle, véritablement. Ensuite, vous avez un musée pour enfants qui va être sur notamment le pain et l'histoire de ce territoire, sur l'agriculture, la transformation de bétonner des terres. Pardonnez-moi, excusez-moi, on va pas. C'est pas les dernières terres agricoles du monde. Donc, excusez-moi, on est en banlieue parisienne, donc arrêtez de nous faire croire. Et donc, David Lebon, ce grand musée, qu'est-ce qu'il y aura dedans? Ce grand musée, c'est une halle d'exposition, et donc c'est un musée sans collection, mais c'est une institution culturelle publique. Tout le monde s'enorgueillit de ce qui se passe au Louvre-Lens. Il n'y a pas un grand musée populaire en banlieue. La démocratisation culturelle, ça passe aussi par la banlieue. Et donc, et des acteurs privés. Et des acteurs privés, bien sûr, des acteurs privés qui font financer un équipement et que la puissance publique va pouvoir opérer derrière. Ensuite, on a des salles de spectacle parce que c'est un quartier dans lequel on ne peut pas développer de logement, donc on peut avoir des activités nocturnes. Paris, aujourd'hui, c'est un autre sujet écologique, excusez-moi, il ne faut pas être contradictoire sur les sujets. Paris est en train de mourir du surtourisme. Si on ne veut pas, si on veut essayer que cette ville reste la première destination touristique mondiale, eh bien, il faut créer en dehors de Paris des zones relais avec le niveau de qualité en termes de culture, en termes de loisirs qu'on peut attendre dans Paris intramuros. Et donc, c'est bien ça le sens de ce projet. Et après, en faire profiter la population. Et en faire la population. Du territoire. Juste après, sur la partie commerciale, elle n'est qu'en complément. Excusez-moi, Monsieur Lintran, vous connaissez un centre commercial qui a un partenariat avec les 3 chambres des métiers et de l'artisanat, 93, 95, 77. Ce qu'on va faire, excusez-moi, c'est pas une zone commerciale avec des boîtes. Hein. On travaille avec les artisans pour faire justement relocaliser de la production d'un certain nombre de biens de consommation. Et donc, ce qu'on fait, ce n'est pas une zone commerciale. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a absolument besoin d'un métro pour le faire, parce qu'on n'y vient pas pour remplir son caddie. Et donc, on est à l'inverse de l'ensemble des zones telles qu'elles ont pu être développées. Et je peux vous assurer que vous allez être surpris de l'évolution que ça peut représenter. Mais vous êtes sur une caricature comme sur les caricatures sur les centres-villes. On est, excusez-moi. Écoutez, le premier projet d'Europa City était quand même une caricature. Oui, mais on pouvait s'attendre à ce que M. Gintran qui vienne ce soir lise un peu les choses. Il est un peu soucoupe volante, mais il a beaucoup évolué. Ouais, tout de même. A beaucoup évolué. Et la question, c'est quel sens on donne aux choses. Et véritablement, il y a une évolution
très importante. Il y a surtout l'attractivité que ça donnera. Et sur les questions environnementales, le nouveau projet, c'est un projet zéro carbone. C'est-à-dire on va compenser le mien en tant qu'élu. On va compenser l'intégralité des émissions carbone. On fait 50% d'accessibilité en transport en commun. Je vais continuer. C'est un projet qui va compenser le foncier, c'est-à-dire les 80 hectares. On va recréer 80 hectares. Vous n'avez pas de chance parce que Franck Gintran, dans son livre Le jour où les zones commerciales avaient dévoré nos villes, a expliqué dans un chapitre entier que tous les projets nouveaux sont comme cela, c'est-à-dire qu'on dit on va compenser en carbone, etc. Franck Gintran. En fait, je pense qu'il faudrait quand même être clair dans ce débat. Est-ce qu'il est normal qu'un élu d'un territoire qui accueille un projet comme celui-ci le défende ? La réponse est évidemment oui. A-t-il des raisons de croire que des emplois vont être créés, fût-ce au détriment d'autres zones voisines ? La réponse, évidemment, est oui. Est-ce qu'il est normal qu'un promoteur... Excusez-moi, je ne suis pas un promoteur. Est-ce qu'il est normal qu'un promoteur comme Auchan... C'est quoi, on n'est pas un promoteur, nous on ne va pas vendre ce truc, on va opérer le site. Oui. Donc on fait pas de la promotion. Est-ce qu'il est normal qu'un acteur comme Auchan, veuille investir sur ce type de projet ? La réponse, là encore, est oui. Auchan, comme Carrefour, sont en difficulté grave. D'ailleurs, c'est amusant de constater qu'il s'allie avec Wanda, qui est un groupe lui-même endetté, pour mener... Un acteur chinois qui est lui-même très endetté, qui a été obligé de procéder à des cessions d'actifs pour alléger sa dette. Eh bien, est-ce que c'est normal que ce type d'acteur fasse ce type de projet ? Oui, c'est dans le mouvement actuel auquel on assiste aujourd'hui. Donc, la grande distribution essaye de trouver effectivement dans ce type de projet une planche de salut. Donc, oui, il est normal que Auchan défende son propre projet. Maintenant, est-ce que ça répond à un besoin en Île-de-France ? Enfin, il me semble que la vraie question... une fois qu'on a acté tous ces points, la vraie question, elle est là. Le débat actuel, il est là. Est-ce que c'est vraiment utile à l'Île-de-France ? Ce qui répond à un besoin, Alice Leroy, c'est la question des transports, peut-être du développement économique, comme nous l'expliquait à l'instant le maire de Gonesse, Jean-Pierre Blasi. Et une des surprises que l'on a, c'est que en contestant le projet, vous contestez aussi l'idée qu'il puisse y avoir une gare, donc opérée par l'État, sur la ligne 17, qui s'arrêterait dans cet endroit-là, en disant on ne veut pas de gare. Généralement, quand on vit en banlieue parisienne, on se plaint du manque de transport en commun, et on s'aperçoit qu'un projet ou un contre-projet comme le vôtre, Karma, dit il ne faut pas de gare dans cet endroit-là. Oui, c'est ce qu'on dit, parce qu'en fait, nous voulons maintenir l'activité agricole. Ce que Franck Gintran n'a pas dit, mais ce qu'il dit très bien dans son livre, c'est que la grande distribution consomme énormément de terres agricoles. S'ils veulent faire leur projet de pistes de ski artificielles, de parcs aquatiques, etc. Il n'y a plus de pistes de ski. Il y a 3 jours, elle a été abandonnée, puis elle renaît toujours. Mais non, c'est pas vrai. S'ils veulent faire ça, mais qu'ils le fassent dans un endroit déjà bétonné. On a besoin de nourrir, on a besoin de développer l'autonomie alimentaire, on a besoin de réguler le microclimat de la région parisienne. Je ne sais pas où vous étiez pendant la canicule, mais moi, j'ai souffert. Pas à Gonesse, hein. Et les gens on en marre, en fait, de cette thrombose. On étouffe à Paris, on étouffe en région Île-de-France. Et les fausses promesses d'emploi, je crois que les gens en ont marre aussi. Il y a quand même la COP21 et puis il y a eu les Gilets jaunes. Les gens ne croient plus à ces promesses très, très fantaisistes d'emploi. Or, nous ne faisons pas de promesses côté Karma. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que la transition énergétique, elle crée énormément d'emplois non délocalisables dans toute une gamme de métiers qui n'existent pas sur le pourtour du triangle de Gonesse. Si vous voulez faire votre centre, faites... J'ai pas compris votre intervention. Les gens, avec Karma, ils vont venir en voiture diesel polluante le long de l'Ain. Il y a un RER et un bus à haut niveau de service que les gens prennent. Ambition pour la banlieue. Moi, je suis Jean-Pierre Blasi. La gare est à 1,7 km des habitations. Elle est plus proche que du RER. Si vous vouliez desservir les habitants, je suis vraiment si vous vouliez desservir les habitants, vous ne mettriez pas une gare en milieu des champs. Madame, pour desservir un équipement Alice Leroy, privé. Laissez répondre Jean-Pierre Blasi, on arrive au terme avec de l'argent public. Je suis scandalisé parce que la gare, 1,5 km du centre-ville, mais la gare RER, elle est à plus loin encore que la gare du triangle de Gonesse ne sera demain du centre-ville. Donc il faut supprimer le bus. On sait très bien que... Enfin, écoutez, mais il y aura des liaisons, évidemment, de bus. C'est un faux problème. Et véritablement, c'est scandaleux que vous avez une position qui consiste à dire les franciliens du nord-est francilien, ils n'ont pas besoin de métro. On va les laisser avec leurs terres.
écoutez, franchement, ça c'est scandaleux, hein, mais c'est votre position, vous l'assumez. Moi, je crois que nous avons besoin. Je trouve scandaleux que l'argent public aille pour la desserte d'un projet privé. Excusez-moi, c'est pas l'argent public. Le Grand Paris Express est financé par les entreprises, par une taxe affectée sur les entreprises. Et par la taxe payée aussi par les Valdoisiens. S'il vous plaît, personne n'en... payée aussi par les Valdoisiens. Ouais. Donc nous avons besoin de ces transports. Jean-Pierre Blazy, c'est du développement durable que de faire des monsieur. Mettre une gare au milieu des champs, c'est pas du développement durable. C'est faire du développement durable que de favoriser le faire transport en un centre commun. Commercial et de loisirs. On s'arrête là, Alice Leroy. Desservi par l'avion. Et Jean-Pierre Blazy, Franck Gintran. Jean-Pierre Blazy, on s'arrête là, s'il vous plaît. Non, je vous dis, Alice Leroy, s'il vous plaît. Venez vivre à Gonesse, s'il vous plaît. Venez vivre la nuit à Gonesse. Nous avons des avions la nuit. Oui, nous souffrons la nuit. S'il vous plaît. Et peu d'emplois. Alice Leroy. 6 millions de personnes par avion. Jean-Pierre Blazy, s'il vous plaît. Franck Gintran. Il ne répond pas à cette question-là, monsieur Blazy. C'est normal, c'est monsieur Gintran qui parle. Alors, la question de la gare est évidemment une question centrale. Les opposants l'ont bien compris, puisque effectivement, ils font de la gare le sujet central aujourd'hui du débat. À mon sens, ils ont parfaitement raison. S'il n'y a pas de gare, la valeur des terrains, telle qu'elle est fixée aujourd'hui, est largement surévaluée. Il faut savoir que les terrains ont été achetés 6 €, qu'ils en valent aujourd'hui 400. Je vous laisse imaginer, malgré tout, la bascule financière que représente cette spéculation foncière, pour l'État, qui malheureusement explique pourquoi l'État aujourd'hui a les pires difficultés pour revenir en arrière. Donc la question de la gare, elle est centrale. S'il y a une gare, il faudra rentabiliser la gare. Et la rentabilisation de la gare ne pourra se faire que par un projet tel que celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc effectivement, si on ne veut pas de ce projet, il ne faut pas qu'il y ait de gare. C'est évident. Et vous êtes un spécialiste du commerce. Bravo. Et vous êtes maire, Monsieur Blazy, et vous êtes maire. Pourquoi vous en êtes à ce niveau-là de discussion? C'est peut-être parce que Elisabeth Borne doit rendre un rapport dans quelques jours et que peut-être il ne sera pas favorable aux uns ou aux autres, en l'occurrence Jean-Pierre Blazy. On n'a plus d'arguments, on jette le discrédit sur la personne. Excusez-moi, je pense que ce que vous voulez dire... On allait parler du commerce du centre-ville. Je pense que le sujet... David Lebon. Moi, je dirais bien, quel maire êtes-vous alors? Franck Gintran. Je pense que monsieur Gintran a raison. Franck Gintran. Excusez-moi, monsieur Gintran, je vais dans votre sens. Excusez-moi. David Lebon. C'est pas digne de vous. Excusez-moi, je vais dans monsieur Gintran. C'est juste pour dire, je pense que monsieur Gintran a raison, c'est qu'il y avait un sujet qu'il fallait que l'État puisse assumer sa promesse républicaine de désenclavement de ce territoire et de faire venir le métro. Et que la puissance publique ayant moins de ressources, elle a fait appel au privé pour pouvoir financer cette gare. Et ce qui choque M. Blazy, c'est de dire qu'il ne faut pas de gare pour l'Est du Val-d'Oise et pour son territoire. C'est ça qui le choque. Et ce n'est pas ce que vous avez dit, M. Gintran, je vais dans votre sens. Mais d'une certaine manière, mais c'est pas non plus exactement ce qu'il a dit. Et le sujet fondamental, c'est pas Europacity, et M. Gintran le dit bien, le sujet fondamental, c'est l'aménagement du territoire, c'est est-ce que l'Est du Val-d'Oise va continuer à prendre un RER pourri pour aller travailler, et quand on habite l'Est du Val-d'Oise pour aller à Roissy, c'est pour ça qu'il y a que 6% de personnes qui travaillent à Roissy qui viennent de l'Est du Val-d'Oise, il faut 1h30 pour aller travailler, ou alors est-ce qu'ils vont prendre un métro comme les gens riches du centre-ville? Merci, j'imagine que le débat continuera hors du studio, et je vous remercie néanmoins de vous être écoutés, même si c'était un peu difficile de mener ce débat pour une fois. En l'occurrence, merci à vous donc David Lebon, merci à vous Alice Leroy, merci beaucoup à Jean-Pierre Blazy ainsi qu'à Franck Gintran d'être venus pour évoquer ce débat d'Europacity. On voit que ça n'est pas parce que c'est ancré dans un territoire particulier que ça n'est pas un débat général qu'on peut avoir sur une question aussi importante que l'aménagement du territoire et l'urbanisation. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier et Louise André. À la technique aujourd'hui, Alexandre Dang et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation.